Yaurana, Manahao et bienvenue dans Manava, votre émission Infoservice. Bonne journée mondiale du climat. Et oui, c'est aujourd'hui en Polynésie, notre écosystème subit déjà les conséquences du dérèglement climatique. Et avec nos invités, nous allons explorer ce sujet aussi vaste que complexe. Accueillons Léopold Temoana Biardo, délégué interministériel en charge du climat et du développement durable. Yarana. Yarana Ari. Stanley Lacotte, membre du CESEC et du cluster maritime Yarana. Yorana. Victoire Laurent, climatologue de Météo France. Yorana. Et enfin Jason Mann, membre du bureau de la FAPE. Yara. On va commencer avec Léopold, un état des lieux finalement de ce combat climatique en Polynésie française. J'aimerais du coup insister sur le fait que le gouvernement que je représente ici aujourd'hui est très impliqué. Nous sommes en train de mettre en place une gouvernance climat. Donc ma nomination en tant que délégué interministériel en charge du climat et du développement durable date de la mi-octobre. Et donc autour de moi, on est en train de regrouper un réseau de personnes référentes ainsi que de chargés de mission sur la partie atténuation et adaptation, parce que le changement climatique aujourd'hui est une réalité qui affecte toutes nos concitoyennes et concitoyens. Ça se traduit par quoi justement ce changement, ce dérèglement, voilà, comme je disais, un état des lieux finalement de la situation? Il est incroyablement complexe, tout en étant à la fois très très concret. Donc on s'aperçoit qu'il y a une augmentation de la température moyenne des océans qui est combinée du coup avec une acidification des océans, ce qui va fragiliser les récifs par exemple, et en fragilisant les récifs, du coup on peut se retrouver avec des côtes beaucoup plus exposées à l'érosion. C'est juste pour donner un exemple précis. Et après ça fait un effet domino. Exactement. Et il y a des plus grandes conséquences. Voilà. Je voudrais pas parler au nom de Victoire qui aura l'occasion de s'exprimer vraiment sur l'aspect manifestation météorologique provenant du changement climatique, mais l'introduction de davantage de variabilité dans les phénomènes météorologiques a des conséquences. On peut le voir avec les dépressions tropicales qui sont amenées à devenir potentiellement de plus en plus dévastatrices, avec des foyers détruits, des personnes potentiellement à redéplacer. Donc ce sont des conséquences vraiment concrètes. Et puis les sécheresses aussi qu'on a pu observer, notamment aux Marquises, en fait, qui remettent en question notre capacité à faire de l'agriculture telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui. Donc une nécessité de nous adapter. Et ben justement, on va se tourner du côté de Victoire. On parle déjà de réchauffement climatique, de dérèglement climatique. Les termes sont importants. Alors réchauffement climatique parce que c'est ce qui a permis en fait d'avoir cette analyse, cette observation qu'il y a un dérèglement au niveau du climat. Réchauffement parce que les effets c'est dû aux gaz à effet de serre qui ont augmenté la température du système océan-atmosphère, qui fait qu'aujourd'hui au niveau mondial on a une augmentation de 1,1 degré de température de l'atmosphère, et ça a pour conséquence ça a un impact sur les phénomènes climatiques. Donc c'est pour ça qu'on parle également de dérèglement climatique. On a un dérèglement climatique qui est dû à cette augmentation de la température. Au niveau du Pacifique et de la Polynésie française, on observe également la même chose, une augmentation de la température de 1,1 degré Celsius, pareil en Polynésie, pareil dans le Pacifique. Donc on est bien dans un contexte du réchauffement climatique, et aujourd'hui on est maintenant ce réchauffement climatique, quel impact il a sur le climat, quel impact il a sur les aléas climatiques. Alors justement, oui, on parle de 1 degré à peine, c'est ça, de changement. Est-ce que ça a un impact si considérable que ça? Oui, c'est très considérable. Il faut savoir que 1,1 degré Celsius, rien que par exemple pour annuler tous les cyclones sur la planète, il faudrait que on fasse baisser la température de l'océan environ de 4 degrés. Et avec ça, il n'y aurait plus du tout de cyclone sur l'océan. Donc on voit bien que ça a un impact, cette température sur le climat. Une petite élévation de la température peut avoir des conséquences énormes sur tout le système Terre-atmosphère. Alors on peut l'entendre qu'il y a déjà des conséquences aujourd'hui sur le climat. Stanley, quelles sont les missions justement du cluster maritime, du CESEC vis-à-vis de ce changement climatique? Puis le changement climatique, nous venons de travailler il n'y a pas si longtemps sur le plan climat.
du gouvernement. Et au niveau du CESEC, en tant que représentant, c'est effectivement la représentante de la société civile pour faire remonter effectivement nos remarques sur toutes les options que va prendre le pays. Au niveau du cluster maritime, effectivement, c'est l'océan. Ça fait quand même 10 ans qu'on a créé le cluster maritime et c'est toute l'économie bleue qui sera impactée aussi. Jason, on va faire aussi un tour du côté du bilan des actions menées aujourd'hui. Est-ce que ça se ressent? Est-ce que ces actions ont finalement servi à quelque chose? Et les actions des associations, voire même des gouvernements ou des institutions? Alors je peux clairement pas dire que ça a servi à rien. Il y a eu des avancées. Après, c'est clairement on est en retard sur beaucoup de choses, et en même temps tout le monde est en retard partout sur la planète. Donc c'est juste important de se dire que ce retard il va falloir le rattraper et juste prendre conscience qu'il va falloir redoubler d'efforts par rapport à tout ce qu'on a fait. C'est un peu ma malédiction mon travail, c'est de dire ça à tout le monde, il faut faire toujours plus. Dans tous les cas, aujourd'hui, il y a des avancées, ça commence à se structurer pour pouvoir avoir des vraies victoires et des vrais avancements. Après, si on regarde vraiment les indicateurs purs de est-ce que nos émissions mondiales ont baissé, est-ce que nos émissions locales ont baissé, là, on peut clairement pas dire qu'on a avancé. Par contre, on se structure pour pouvoir avoir ces victoires le plus tôt possible, même si je voudrais pas qu'on parte rassuré non plus. Encore une fois, on a encore beaucoup d'efforts à faire et j'encourage tout le monde, que ce soit le gouvernement, du côté citoyen, à développer encore plus d'énergie et surtout qu'on ait plus de moyens pour développer ces projets-là, parce que de la manière dont on distribue notre énergie aujourd'hui, on peut pas dire que le climat est une très grande priorité alors que ça le devrait. J'aime bien parce que dans tes propos, on a l'impression qu'il faut pas être pessimiste, mais pas être positif non plus. En fait, il faut relativiser, si je comprends bien. Il faut relativiser et l'important c'est d'avoir les bonnes données en face pour porter les bonnes analyses et aussi être réaliste. Pour moi, il faut qu'on fasse le deuil du fait que ça va être facile et qu'aujourd'hui c'est en train de se faire. C'est juste pour partir vraiment de la base de en fait c'est très dur, c'est extrêmement complexe, donc il va falloir mettre beaucoup d'énergie, beaucoup d'intelligence et à cette condition-là, on va pouvoir débloquer les choses. C'est pour que les gens il faut pas être déçu qu'on n'y arrive pas avec les moyens actuels. C'est ça que je veux dire. C'est juste que quand on aura développé plus de moyens, là, on pourra espérer vraiment quelque chose de concret. Stanley, je reviens vers toi. Du coup, est-ce qu'il y a des initiatives, des pistes d'initiatives, que ce soit vis-à-vis des énergies, la préservation de notre environnement ou encore de la gestion des ressources ici en Polynésie? Concernant effectivement le mix de l'énergie, on n'est pas en retard de ce côté-là. Il y a peut-être que le côté solaire qui reste encore à développer beaucoup plus, mais je sais que beaucoup d'entreprises, même que ce EDT, y travaillent. Ce n'est pas encore terminé. Le côté l'hydraulique, ça passe, c'est correct, mais est-ce qu'il faut encore s'installer encore dans d'autres rivières? Ça, c'est assez compliqué quand même, puisque dans nos rivières, nos vallées, il y a quand même une ressource naturelle, il y a beaucoup de plantations qui est fait. Est-ce qu'il faut consacrer encore une autre rivière? Je pense que l'énergie actuelle, c'est le solaire et pourquoi pas une générative beaucoup plus côté océan. Si on revient sur l'océan, justement, Victoire, à ton avis, quels vont être les scénarios les plus probables, on va dire, à l'avenir de nos îles? Parce qu'on parlait de 1% par rapport à la température, 1,1%. Voilà, il faut être précis. Ouais. Mais on parle beaucoup de l'élévation du niveau de la mer. Est-ce que ça veut dire que ça va augmenter de quelques centimètres dans 30 ans, de 2 mètres dans 2 mois? J'exagère bien sûr. Victoire? Alors l'élévation du niveau de la mer, c'est une réalité. On a effectivement une élévation du niveau de la mer, mais il faut être optimiste, comme on dit. Actuellement, sa vitesse d'augmentation, elle est 3 fois moins rapide que dans le centre du Pacifique, notamment à Funafuti, qui est souvent cité comme l'atoll qui va être les premiers réfugiés climatiques qui va disparaître. Donc on a une vitesse d'augmentation qui est 3 fois moins importante. On est aux alentours de 0,3 mm par an. Donc c'est vraiment, il faut mesurer, il faut être assez mesuré sur cette élévation. Par contre, elle est plus importante à Tahiti qu'au Gambier. Elle est 3 fois plus rapide à Tahiti qu'au Gambier. C'est toujours ces vitesses. Après, il faut être aussi, faut regarder que nos plages ne sont pas, d'après une étude qui a été menée par Virginie Duval, sont en bonne santé, notamment sur les atolls qui sont désertique où il y a personne, il y a pas la population n'est pas installée, donc ne dégrade pas la côte. On voit que là la houle qui a pour rôle de régénérer les plages
dépose des sédiments sur les plages et régénère les côtes, ce qui fait que là on a constaté sur nos îles une augmentation entre 40% des côtes qui ont augmenté, avec une stabilité. On a une stabilité entre 40 et 50% du trait de côte et une disparition qui est à peu près entre 10 et 20%. Ça, c'est le constat d'aujourd'hui. Là, pour le futur, on va continuer effectivement à avoir cette élévation de la mer qui va être plus rapide à partir des années 2050. C'est ce qui est dit parce que la fonte des glaces va amener sa contribution à cette élévation. La fonte des glaces va être, en fait, cette contribution va être plus importante qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vraiment le fait que la température de l'océan se réchauffe, l'océan se dilate et c'est la première cause de l'augmentation. Aujourd'hui, cette cause est en train de basculer. C'est vraiment la fonte des glaces qui est en train de jouer son rôle. Et donc là, cette vitesse d'augmentation va être peut-être beaucoup plus rapide que le fait que les houles viennent régénérer les plages. Donc, on est optimiste parce que pour l'instant, on n'est pas du tout dans le scénario qui est au niveau de Tuvalu, Funafuti, mais il faut quand même rester prudent et continuer à respecter notre environnement et au niveau des côtes. Juste un point avant que tu donnes la parole à quelqu'un d'autre pour compléter la réponse qui a été faite concernant les énergies. Aujourd'hui, il y a aussi un projet de houlomoteur d'utiliser la houle comme ressource énergétique au niveau de la Polynésie française. Alors, comme on le disait avec Jason, il faut relativiser. Il y a du positif. Il y a des choses qui sont améliorées. Justement, Léopold, tu voulais réagir à ce que vient de dire Victor? Oui. J'aimerais préciser d'ailleurs, il y a aussi d'autres études sur utiliser le delta de température, un peu comme le phénomène utilisé par le SWAC pour générer de l'énergie. Mais un point qui est important et implicitement dans ce que tu viens de dire par rapport à l'étude de Virginie Duva, c'est que elle s'était focalisée du coup sur des îles qui n'étaient pas habitées. En montrant que du coup il y a une capacité naturelle de la nature de se régénérer et c'est effectivement l'activité humaine qui peut mettre en danger cette capacité en fait d'encaisser les chocs à venir. D'où l'importance encore une fois pour nous d'adapter notre mode de vie, d'adapter notre territoire pour éviter justement que notre propre activité ne soit pas durable en fait. Et... En parlant de ça, est-ce qu'on peut espérer avoir des améliorations conséquentes si justement il y a des adaptations qui sont réalisées urgemment? Alors, encore une fois, Haremaru Harepapu, il est important d'agir vite et je pense que c'est ce que Jason nous a indiqué, mais de rester prudent. Et du coup, toute l'importance en fait, pas oublier pour le plan climat que l'on a mis en place pour la période 2022-2030, donc avec la participation finalement de toutes les personnes autour de cette table, énormément de concertation, et l'idée ça a été d'identifier les besoins et les possibilités, et de pas oublier que il y a différents canaux générateurs de savoir en fait. Il y aura le savoir scientifique qui apporte sa pierre à l'édifice, mais pas oublier non plus qu'il y a des savoirs culturels, des savoirs ancestraux qui ont aussi leur place dans ces discussions. Ne pas oublier que les Tupuna ont su eux découvrir ces îles dans leur exploration du Pacifique et s'adapter systématiquement. Voilà, donc c'est l'importance des différents types de savoirs qui existent pour l'identification des solutions en termes d'adaptation. Stanley ? Oui, juste pour compléter, un des problèmes avec le réchauffement climatique, c'est effectivement la faune et la flore de nos lagons. Et le blanchiment, ça c'est un gros problème, effectivement. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire de nous-mêmes. Il y a effectivement cette grande climatologie qui vient perturber tout ça, mais je donne juste un exemple. Le lagon de Borin, il est sain, grâce au travail qui a été fait par la commune et le CRIOB. Mais simplement, on avait oublié quelque chose, par exemple, l'effet du son. On a enregistré il n'y a pas si longtemps, 2 mois de ça, et 700 mouvements de bateaux dans le lagon de Borin. Ça a un impact sur la faune et la flore? Ça a un impact en particulier sur la faune. Les poissons se communiquent entre eux. Effectivement, on va trouver dans quelque temps la radification de certains types de poissons.
voilà en fait des effets que nous-mêmes, on peut mener personnellement. Alors parlons de quelque chose, on en fait mention depuis tout à l'heure, mais parlons-en en détail, le plan climat qui va jusqu'à 2030 si je me trompe pas, Stanley. En quoi ça consiste? Rappelle-le-nous. Ben, je pense que Léopold a beaucoup plus nous développé ce côté-là. Bon, on va se tourner vers Léopold du coup. Non, du coup, en tant que délégué interministériel en charge du climat et du développement durable, une de mes plus grandes missions, c'est de m'assurer en fait la bonne mise en place du plan climat. Après, c'est pas un effort individuel, encore une fois. Je dirais que le plan climat nous sert vraiment, nous, de feuille de route, à la fois donc sur la réponse à apporter en termes d'atténuation de notre impact sur le climat, mais également nos efforts en termes d'adaptation. Le plan climat va jusqu'à 2030. Il consiste à quoi, rapidement? Du coup, en fait, on a vraiment le type d'action, de fiches en fait sur comment, par exemple, réduire nos émissions. Donc en augmentant la part des énergies renouvelables, on a un objectif. Il y a des idées, des thématiques. Thématiques, mais pour chaque thématique, l'idée c'est comment on va s'y prendre. D'accord. Définir ce que serait un succès versus un échec. Ah oui, avec des actions concrètes. Tout à fait concrètes. Voilà. Donc la partie identification vraiment des parties concernées par tel ou tel effort, ça a fait partie vraiment du plan climat qui n'est pas figé. Ça a été vraiment, c'est un processus encore en évolution. Il a été discuté et validé par le CESEC le mois dernier. Et là, il va bientôt passer à l'Assemblée de la Polynésie française, a priori au courant mois de décembre. Jason, dans le plan climat, il est dit qu'un des objectifs, c'est d'avoir une réduction de 50% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. D'après toi, est-ce que ça peut être possible ou pas? D'après moi, oui, ça peut être possible. Ça va être assez compliqué, mais oui, ça peut être possible. Moi, ce que j'aimerais, quand on parle de réduire nos émissions, on a fait plus ou moins le calcul de comment on les répartit chez les habitants. Et moi, j'aimerais juste apporter le contraste que, par exemple, des gens qui ont plus de moyens vont émettre plus que des personnes qui n'en ont pas. Par exemple, une des choses qui aimait beaucoup, c'est de prendre l'avion vers Paris. Et beaucoup de gens de chez nous n'ont jamais pris l'avion pour aller à Paris. Et donc c'est vraiment une catégorie sociale de gens qui vont émettre beaucoup plus que d'autres. Donc juste apporter ce contraste que qu'on va travailler sur émettre moins, la marge de travail est plus grande vers les gens qui ont des moyens, les gens qui ont plusieurs voitures, certains types de voitures, qui font plusieurs voyages par an, ce genre de choses. Donc oui, c'est possible si pour moi on choisit les bonnes cibles et qu'on développe les bons moyens pour vraiment le réduire. Ça implique vraiment beaucoup de choses. Par exemple, plus ou moins de réduire notre consommation de viande, du coup de presque moitié. Alors dit comme ça, c'est très parlant, mais encore une fois, on peut le nuancer. On peut augmenter la part de poisson et réduire la part de viande rouge importée, ce genre de choses. C'est forcément plus complexe, mais c'est un peu cet ordre de grandeur d'effort qu'il va falloir fournir. Forcément que c'est possible, juste très complexe. Juste, il faut aligner les moyens derrière pour pouvoir expliquer aux gens, parce que leur balance à la figure, votre mode de vie, il faudra le réduire de moitié dans 5 ans. Ça va pas marcher comme ça. Il faut expliquer l'intérêt de la chose, les accompagner et en fait structurer notre pays et notre société, notre manière d'habiter notre île pour que en fait c'est moins 50%. À un moment, on va juste se dire, en fait, c'est du bon sens et que la manière dont on vit aujourd'hui, il y a des exagérations de certaines personnes et que on s'est un peu égaré dans un mode de vie qui ne correspond pas en fait à comment est-ce qu'on habite une île de manière durable. Ce qui est un peu dommage avec la culture polynésienne, qui pour moi la culture polynésienne c'est juste l'art d'habiter une île. C'est vraiment l'un des seuls peuples qui a réussi à faire ça de manière vraiment magistrale et retourner un peu à ça, s'en inspirer pour revenir à un peuple qui habite une île de manière durable sans la flinguer, quoi. Et c'est pour ça qu'on parle, je suppose, de ne pas rattraper les erreurs, mais plutôt de s'adapter. Stanley, tu voulais réagir? Oui, je voulais réagir mais ça a été validé par le CESEC. Mais je suis assez confiant parce que la culture polynésienne le permet. On a fait la preuve, effectivement, le rahui. Effectivement, c'est quoi? On a été le peuple polynésien a été les premiers, et aussi bien la jacère en métropole, nous, les Polynésiens l'ont déjà fait. Je suis assez confiant, effectivement, avec le peuple polynésien, qu'on peut, effectivement. Ça va être très dur, parce qu'il va revenir, quitter un petit peu, je veux dire, le steak frites, ou je veux dire, de revenir à manger du taro, effectivement, mais on peut y arriver. Bon, c'est ambitieux, mais pas du tout. Ah, mon perso, ça ne me dérange pas, hein. Si demain on mange du taro, Léopold, tu voulais réagir? Non, mais du coup, ce que je trouve intéressant, c'est que dans cette dimension-là,
on a commencé la conversation par rapport à la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, mais on retombe toujours sur la question de l'adaptation. Oui. Parce que du coup, vraiment, la Polynésie finalement a une responsabilité très limitée à l'échelle mondiale. C'est une goutte d'eau sur les émissions de gaz à effet de serre. Par contre, on est en première ligne, comme nos voisins du Pacifique, sur les conséquences de ce dérèglement climatique. Et je crois que Victoire va faire passer. Parce qu'en fait, je voudrais aussi, pareil, moi je suis un peu quelqu'un qui est assez mesuré. Je rappelle, là on parle de 11,4 tonnes en termes d'empreinte carbone par habitant et par an. Mais en termes de production, on est à 3,2 tonnes par an et par habitant. On est effectivement avec ces 11,4 au-dessus de ce qu'est la France, qui est de 9,2 tonnes par habitant et par an. Mais après, il faut aussi regarder de quoi on parle. On parle de la Polynésie, on parle de 270 000 habitants. On est une goutte d'eau par rapport à ce qui va se passer au niveau climatique. Là, ce que l'on fait, c'est qu'on essaye d'améliorer notre environnement, on essaye de construire une autre façon de consommer, une autre façon de vivre, qui serait plus proche de la nature, plus proche du respect de la nature. Mais après, les cibles que l'on est en train de donner, il faut être réaliste. C'est-à-dire que, ok, on demande plein d'efforts aux gens, mais c'est d'abord, est-ce que l'environnement qu'on va leur proposer, ça va les rendre heureux? Je pense qu'on oublie souvent de mettre l'être humain au centre de nos décisions. On parle de chiffres, on parle de trucs, etc. Mais on est en Polynésie, 270 000 habitants, grand comme l'Europe. Là, il faut peut-être, à un moment donné, réajuster les choses, essayer peut-être de se dire quels sont les premiers gestes qui feraient que la population serait heureuse. Est-ce que c'est pas plutôt déjà assainir nos quartiers insalubres, parler de déchets, parler de ci, etc., qui pourrait améliorer le quotidien des personnes avant de commencer à dire on va prendre des mesures extrêmes que moi j'appelle extrêmes revenir à la base finalement. Voilà, pour dire c'est pour diminuer de 50% nos 11,9 tonnes. Je rappelle que le plan climat qui décide de 200 actions, ces 200 actions montrent qu'on ne va baisser que de 11, on va passer à 9,2 tonnes. Rien qu'avec ces 200 actions qui sont des actions fortes, pilotées, financées, etc. Donc c'est déjà un effort énorme en 5 ans pour descendre à 9,2. Donc il faut arrêter. C'est pas possible qu'on arrive à 50%. Moi je le dis là clairement, c'est pas possible de descendre à 50% en 2030. Après qu'on fasse des efforts, ok, mais soyons réalistes. Voilà, c'est ça que je demande. Alors justement, Jason, toi tu es connu pour avoir fait des manifestations, pour avoir fait des actions un petit peu fortes. Aujourd'hui, tu es parti en métropole pour mener tes actions d'un point de vue à une échelle différente. C'est quoi ton recul par rapport aussi à ce que vient de dire Victoire finalement? Ouais, moi je raisonne pas mal sur cet aspect, on va dire, que moi j'appelle stratégie en fait, de vraiment définir des cibles. Et clairement, mon raisonnement, c'est que je vais laisser tranquille les gens d'ici et je vais aller m'acharner sur en tout cas des entités qui sont responsables de manière très chiffrée, concrète du changement climatique. Et en fait, c'est un peu l'histoire de notre pays. C'est qu'il y a des grandes nations qui nous prennent pour un laboratoire d'essais nucléaires, qui nous prennent pour, en tout cas, notre être, c'est l'océan, et qui prennent l'océan pour une poubelle, ce genre de choses. Et en fait, tous les délires industriels du monde moderne occidental finissent à un moment par affecter notre manière de vivre. Que ce soit dans notre environnement ou dans notre pensée aussi, notre manière d'habiter aujourd'hui, je pense, a beaucoup été influencée par tout ça, ce qui fait qu'on s'est éloigné de cet art de vivre. Donc en fait, on ramasse tout ça. Donc moi, mon raisonnement, c'est je vais aller toquer directement à leur porte pour leur dire d'arrêter ce qu'ils font. Et je pense que c'était un petit peu le discours de Victoire, mais finalement, en fait, on est comme l'histoire du colibri. Chaque personne fait sa petite part, et nous, la Polynésie, on a aussi notre part à faire. Juste pour terminer l'émission, parce qu'on est sur les dernières minutes, Stanley, tu voulais réagir? Oui, juste pour réagir, l'empreinte carbone, la situation géographique de la Polynésie, le maritime et l'aérien, nous mène cet éloignement. C'est pas un frein, c'est vraiment un gros problème. Je veux donner simplement un exemple. Un avion d'Air Tahiti Nui qui quitte Los Angeles pour venir à Tahiti, son dégagement en cas de difficulté sur l'aéroport se dégage au Cook, à Rarotonga. Pour transporter ce carburant, il va brûler 2,5 tonnes environ de carburant pour pouvoir avoir cette réserve, pour pouvoir dégager sur Rarotonga. Imaginez que par semaine, il y a plus de 30 vols. Oui, on se rend bien compte que là, le problème est beaucoup plus complexe. Ouais. Donc, revenons effectivement à ce qui est beaucoup plus terre à terre.
je suis parfaitement Victoire dans cette affaire. Et fais-nous en amont. Oui. Alors, on se rend bien compte, comme je le disais en début d'émission, que le sujet, il est vaste et complexe. 26 minutes, c'est largement pas suffisant pour parler de tous les enjeux et tous les acteurs pour le climat. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, d'avoir répondu à mes questions. Si vous voulez vous renseigner, n'hésitez pas à aller sur les différents sites de nos invités, le CESEC.pf, météo.pf pour Météo France, représenté aujourd'hui par Victoire. On a aussi teoranaho-fape.org et leur page Facebook. Donc voilà, vous pouvez vous renseigner directement avec eux. C'est déjà la fin de notre émission. Et oui, ça passe trop vite. On se retrouve lundi pour une nouvelle émission à 17h. Bonne soirée et bon week-end sur TNTV. En commençant par votre VATIT à 18h. Maururu itotato farerir a Trahoma Parheana.